grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Halud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 3 juin 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous si vous nous écoutez à travers nos stations partenaires répertoriées par l'URTEL, l'Union des radios et télévisions libres du Mali, à travers tout le pays. Le grand dialogue d'aujourd'hui réfléchit donc sur les deux examens qui se sont déroulés jusque-là, les examens du CAP et du DEF. Nous allons voir avec nos invités si les zones de tension sont concernées par ces examens. Alors nous ferons le point avec eux, comment lutter contre la fraude aujourd'hui, faut-il réformer le système éducatif? Nous allons voir tout ceci avec nos invités. Mohamed Soukouna, chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Ibrahima Sidibé, enseignant et ancien directeur du centre d'animation pédagogique, Mohamed Maïga, directeur national des examens et concours. Merci messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé et Mamadou Ouattara est à la technique. Ils sont donc plus de 200 000 candidats aux examens de fin d'études fondamentales au Mali. Les examens se déroulent dans un contexte assez tendu au nord du pays. À Tombouctou, par exemple, les 2871 candidats de la région doivent concourir dans un contexte particulier. Les tensions entre groupes armés ont provoqué plusieurs milliers de déplacés et même des réfugiés dans les pays voisins. Dans la région, difficile donc de ne pas compter parmi ces déplacés et ces réfugiés quelques élèves et candidats donc à ces différents examens. Excepté donc la région de Kidal, à Douanza, ils sont plus de 700 candidats, près de 3000 à Tombouctou. Et pour Ségou, on dénombre près de 5000 candidats. 6000 élèves à Kita, dans la région de Sikasso, ils sont environ 9000 candidats. Alors nous allons voir avec le directeur des examens et concours, Mohamed Maïga, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les examens de cette année, l'organisation de cette année est différente de l'année dernière? Merci, monsieur Sidibé. Je pense que cette année, l'organisation est un peu différente parce qu'on a pris le soin de sensibiliser, d'informer et de demander aux gens d'appliquer correctement les textes. Il y a une large mission de sensibilisation, d'information et de moralisation des examens, ce qui semble avoir porté son fruit sur ce premier jour du DF. Oui. Alors, nous allons voir avec Mohamed Soukouna. Vous êtes chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on vient de l'entendre, il y a eu certaines améliorations. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, la lutte contre la fraude a atteint sa vitesse de croisière au Mali? Merci beaucoup, M. Sidibé, de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à la population malienne pour parler un peu de l'organisation des examens. Ceci dit, vous avez constaté sur le terrain, il y a déjà 2 jours, nous avons commencé l'examen du CAP. Ce matin, nous avons commencé avec le diplôme d'études fondamentales. De façon générale, nous avons demandé l'application des textes, l'application correcte des textes, que ce soit la police de surveillance, le règlement des examens. On a demandé à toutes les autorités scolaires chargées de la gestion des examens de choisir de bons cadres, d'enseignants engagés pour la surveillance, la correction et le secrétariat. Nous avons fait une large diffusion, comme l'a dit le directeur du Centre national des examens et concours, de tous les textes qui organisent les examens. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on est prêt vraiment pour avoir des examens propres et des examens crédibles. Examens propres et examens crédibles, cela sous-entend l'implication de tous, que ce soit vous, que ce soit moi, d'autres. Tout le monde doit se sentir concerné par rapport à la gestion de ces examens-là. Donc, il y a eu une large diffusion de tous les textes
pour qu'on amène les uns et les autres à s'impliquer pour que les enfants puissent aujourd'hui lever la tête. Car ils peuvent se dire qu'ils ont fait des examens comme il est bon de le dire. D'accord. Alors ça, c'était une analyse à chaud, compte tenu donc de la manière dont les examens du DF se sont déroulés l'année dernière. Il fallait donc faire le point de ces examens donc de cette année. Alors, vous êtes ancien enseignant et ancien directeur donc de CAP, Ibrahim Sidibé. Dites-nous si vous êtes d'avis avec le département de l'éducation nationale sur la façon donc d'organiser ces examens sur l'ensemble du territoire. Bonsoir, mon cousin Sidibé. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau et je partage à peu près les mêmes soucis que monsieur le chef de cabinet. Parce que chaque année, lorsqu'on organise des examens, autres sont les textes, mais autres sont les comportements des hommes sur le terrain. Parce que les textes sont très clairs. Chaque année, même l'année dernière, les textes sont clairs. On sensibilise, on essaye de sensibiliser, on moralise, on fait tout, mais le comportement du citoyen ne change pas sur le terrain, réellement. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Aux citoyens, justement, ce sont ces gens qui rôdent toujours autour des centres d'examen. Et qui, le surveillant et les présidents des centres sont soumis à de telles pressions que maintenant, la fraude tend à même entrer dans nos mœurs. Parce que lorsque un surveillant ou un président de centre fait correctement son travail, on dit, voilà un homme méchant. Mais les parents voudraient qu'on les laisse aider leurs enfants et ils veulent aller à l'encontre des textes et ils veulent déranger le maître dans l'exercice de sa fonction. Et tout le problème est un phénomène de société. D'accord. Alors, Mohamed Soukouna, vous êtes chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, les examens se déroulent pendant qu'il y a des tensions dans le nord du pays. Je l'ai dit tout à l'heure, plus de 2000 candidats au DF vont concourir dans la région de Tombouctou. Tombouctou qui fait face donc à ce problème de tension entre les groupes armés. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de déplacés dans la région et même des réfugiés qui sont partis dans les pays voisins. Aujourd'hui, comment se sont déroulés les examens à Tombouctou? Merci beaucoup. Je vous mets à l'aise. Je vous mets à l'aise. Il y a plus d'un mois que nous avons entrepris, monsieur le ministre de l'Éducation nationale a entrepris des missions d'information, de sensibilisation. Il a rencontré toutes les autorités. Toutes les autorités administratives, les autorités politiques, les autorités scolaires, les partenaires. Et partout, il a demandé aux directeurs d'académie, directeurs de CAP, directeurs d'école de faire la situation. Là où on peut composer, là où on ne peut pas composer. Et de dégager les stratégies, les pistes, pour voir si on peut faire les examens ou bien s'il faut attendre une session spéciale. Et cela sous la responsabilité des gouverneurs de région. Je vous assure, à la date d'aujourd'hui, dans toutes les régions, les gouverneurs, excepté Kidal, les gouverneurs ont écrit pour dire qu'ils sont prêts pour organiser les examens dans toutes les localités. Il y a souvent des regroupements de centres, d'écoles, pour un centre, mais à la date d'aujourd'hui, tous les candidats sont en train de composer. Maintenant, en ce qui concerne les déplacés qui se trouvent au Niger, au Burkina. On parle là des réfugiés. Alors. Voilà, des réfugiés. Ils vont composer dans les examens nationaux des pays d'accueil. Mais ils sont donc en dehors du cursus normal. Non, ils suivent le programme des pays d'accueil. Mais par contre, en Mauritanie, nous avons des candidats, des citoyens maliens qui sont en train de composer, n'est-ce pas, dans les examens que nous sommes en train de
d'organiser ici. Et il y a déjà des superviseurs qui sont allés pour superviser, pour surveiller les différents examens. À la date d'aujourd'hui, ils sont en train de faire le DF en même temps que nous. Alors, faire les compositions, donc ces examens dans les mêmes conditions que le pays d'accueil, est-ce que cela ne pénalise pas les élèves? Non, ils ne sont pas du tout pénalisés parce que s'ils ont passé toute l'année à suivre le programme, et c'est le BEPC. Le BEPC, c'est l'équivalent du DF. Il y a des candidats, des admis qui quittent des pays voisins pour venir faire le lycée ici. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et surtout qu'on est en train d'aller vers l'uniformisation des programmes au niveau des pays de l'UMOA. Et ça ne fait que matérialiser vraiment tous ces dispositifs qu'on est en train de mettre en place. D'accord. Alors, Mohamed Maïga, vous êtes directeur national donc, des examens et concours. Comment garantir aujourd'hui la crédibilité de ces examens qui se déroulent en dehors du Mali? Bien, les examens qui se déroulent en dehors du Mali, notamment ceux de Mauritanie, on a délégué des agents du Centre national pour les superviser et pour faire passer les épreuves. À ce niveau, ils sont assistés par les structures de l'éducation de la Mauritanie. Le directeur régional de l'éducation dans la zone où se fait les accompagne. C'est lui qui met à sa disposition tous les éléments nécessaires afin qu'ils puissent concourir correctement et pour que les examens se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Il les a accompagnés jusque sur le site. Et ce matin, ce sont les autorités mauritaniennes qui ont ouvert la première enveloppe, comme ça se fait ici, comme ce sont nos autorités qui ouvrent les enveloppes, la première enveloppe. C'est la même chose qui se passe en Mauritanie, mais avec les autorités mauritaniennes. Ils sont vraiment sous la dépendance des autorités mauritaniennes qui garantissent quand même que les examens se déroulent de façon normale et de façon correcte, comme dans tout pays qui organise des examens. Merci beaucoup, Mohamed Maïga. Je rappelle que vous êtes directeur national des examens et concours. Alors, Ibrahim Sidibé, vous êtes enseignant et ancien directeur de CAP. Aujourd'hui, compte tenu de la situation sécuritaire dans le nord du pays, est-ce que vous êtes à l'aise quand on vous dit que certains Maliens, certains élèves n'ont pas pu avoir accès à ces centres d'examen? En effet, comme tout Malien, lorsqu'on constate que des enfants maliens n'ont pas pu avoir accès à un centre d'examen, et ça choque. Ça choque tout parent d'élèves et ça met très mal à l'aise toutes les autorités. Mais c'est la situation actuelle qui nous l'impose. Puisque nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés d'attendre d'abord une situation d'accalmie pour pouvoir organiser autrement ces examens pour ces enfants maliens. De toute façon, ce serait rattrapé. Chaque fois, quand même, à ma connaissance, le département a toujours pris des mesures justement pour corriger chaque fois qu'il y a eu de pareils dysfonctionnements. Aujourd'hui, nous composons, mais les enfants de Kidal ne composent pas. Mais soyez rassurés, nous sommes mal à l'aise, mais soyez rassurés qu'ils vont composer dans un bref délai. D'accord. Alors, monsieur le directeur de cabinet veut ajouter quelque chose. Allez-y. Je voulais réagir par rapport à ça. Parce que je ne suis pas d'accord avec la chose. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, tous les candidats sont en train de composer. On a organisé... Excepté ceux de la région de Kidal. Vous savez, les élèves de Kidal sont presque tous soit à Gao, ou bien à Mopti, ou bien à Bamako. Mais certains résident dans la région. Depuis, ils sont dans nos structures. Ils sont en train de composer en même temps que les autres. Et dans les autres régions, Gao, Tombouctou et Mopti, des dispositions ont été prises pour assurer le déplacement des candidats vers les centres. Parce qu'on a fait déplacer des centres. Et donc, des candidats ont pu faire le déplacement et ils sont en train de composer dans des centres d'accueil. Donc, il n'y a pas eu d'exclusion du tout à la date d'aujourd'hui. D'accord. Nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, je vais redistribuer la parole pour tout le monde. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, notre compte Twitter et notre page Facebook sont donc là pour vous, chers auditeurs, pour réagir donc à cette émission. Nous sommes dans le Grand Dialogue qui réfléchit aujourd'hui sur les examens de fin d'année et nous voyons avec les experts, les autorités compétentes donc si ces examens se sont déroulés comme il faut. Alors, comment lutter contre la fraude? C'est donc le deuxième thème de cette émission. Il n'y a eu jusque-là pas eu de cas de fraude majeure aux examens de cette année. Est-ce que on peut dire que le défi de la lutte contre la fraude est encore une fois relevé, Monsieur le directeur national des concours et des examens, Mohamed Maïga? Merci, Monsieur Sidibé. Bon, je pense que le défi de la fraude, on peut pas, tant que les examens ne finissent pas, on ne peut pas dire que c'est entièrement relevé, mais pour la journée d'aujourd'hui quand même, on sait que les dispositions réglementaires ont été appliquées, ce qui a permis de minimiser des cas de fraude et qu'il n'y a pas de gros problèmes. Toutes les fois qu'on arrive à appliquer correctement les textes, il n'y aura aucun problème. Si les présidents de centre et les surveillants jouent leur rôle, il n'y aura aucun problème. Si les forces de sécurité jouent leur rôle, la fraude sera vraiment minimisée dans nos centres. Il n'y a pas de risque zéro, mais quand même, il n'y aura pas de gros problèmes. Les fraudeurs, ceux qui vont s'adonner à la fraude, seront pris et ils seront traités suivant la réglementation en vigueur. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Ça a toujours existé, même par avant, quand on parlait de fraude, dans certains centres, on arrivait toujours à détecter des fraudeurs et ils sont soumis à la réglementation en vigueur. Bon, les fraudes généralisées, organisées, c'est surtout au niveau de certains centres et ces centres sur lesquels on sait qu'on a mis beaucoup de superviseurs. Les gens tournent pour superviser, pour voir ce qui se passe afin de minimiser ces cas de fraude. Et chaque fois, des instructions sont données au président, aux surveillants afin de minimiser ces cas de fraude. Alors, l'ancien ministre de l'Éducation nationale disait l'année dernière que c'était une véritable mafia autour donc de ces examens qui était donc en train de rôder autour de ces examens. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez avoir mis assez de verrous pour les examens de cette année, monsieur le chef de cabinet? Bon, vous savez, ça me met très mal à l'aise de parler en ces termes. Parce que chaque année, c'est des dispositions qui sont prises par rapport à l'organisation des examens. Et cette année, nous avons mis un accent particulier sur l'information et la communication, la sensibilisation et la moralisation. C'est vrai, les textes existent, mais les textes n'étaient pas diffusés. Et les gens ne savaient pas le contenu des textes. Donc il y a plus d'1 mois, 2 mois, nous avons mis les textes à la disposition de tous les acteurs et partenaires. Au niveau des établissements, on a demandé aux directeurs d'école de faire la lecture, le commentaire sur les textes, le contenu des textes, pour les enfants, pour les enseignants. Au niveau des lycées, c'est la même chose. Au niveau des CAP, il y a eu des rencontres, des cadres de concertation avec les CGS, les associations de parents d'élèves, les collectivités, l'administration générale, pour informer tout le monde par rapport au contenu des textes. On a même profité des radios libres pour mettre la police de surveillance, le règlement intérieur au niveau des radios libres pour qu'on fasse une large diffusion de ces textes-là. Donc c'est ça un peu. Donc je dirais, et pour une bonne organisation des examens, il faut vraiment maîtriser ces textes, le contenu. Il faut être informé du contenu de ces textes. Si je prends un exemple, si on dit que le téléphone portable est interdit, un candidat ne doit pas rentrer dans le centre avec le téléphone portable. Mais si le parent est informé, le père est informé, donc dès la maison, la famille, il va interpeller son enfant, ne part pas avec le téléphone, c'est interdit. Lui, il a entendu, l'enfant a entendu, il ne va pas amener le téléphone. Le surveillant qui est là, qui est choisi, doit fouiller les enfants pour voir si quelqu'un a le téléphone ou pas, parce que c'est interdit. Tu es pris avec un téléphone, c'est un cas de fraude. Donc, il faut que les textes soient appliqués. Mais au préalable, il faut que l'information soit donnée. Donc, pour minimiser la fraude, pour avoir vraiment 0 cas de fraude, il faut que vous et moi, plus d'autres, que tout le monde s'implique pour qu'on puisse moraliser
vraiment le système. Alors, moraliser le système, est-ce que cela passe par plus d'engagement et de répression vis-à-vis donc des promoteurs d'établissements? Ibrahim Sidibé, enseignant et ancien directeur de CAP. Moraliser, c'est tout le monde. Ce ne sont pas seulement les promoteurs d'écoles privées. Particulièrement eux. Particulièrement eux. Et, bon, je me dis, ils sont dans un système social, dans une société. Ce ne sont pas des gens isolés. D'accord, souvent, de petits cas de fraude. Si on veut casser la chaîne, il faut bien commencer par quelque chose. Oui, mais moi je souhaiterais plutôt qu'on commence par les parents d'élèves eux-mêmes, qu'on prendrait en train de rôder autour des centres d'examen. Je crois que, sinon, comme l'a dit monsieur le chef de cabinet, l'État fait tout. L'État sensibilise, le département sensibilise, le département informe, le département met à la disposition tous les textes. On leur explique, on fait des réunions, beaucoup de réunions avec l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de ces examens. Mais chaque année, nous assistons au même phénomène. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de sévir un tout petit peu? Comme cette année, je crois qu'on commence déjà. Lorsqu'on voit des gens en train de mal intentionnés, on commence déjà à les prendre et à les amener. Je crois que c'est ce qui fera que, après les périodes de sensibilisation, l'étape de sensibilisation, de moralisation et d'information, il faut qu'on applique les textes. Il y a une question d'application du texte. Application du texte, ça veut dire les sanctions qui garantissent les examens en cas de fraude. D'accord. Voilà. Alors, l'année dernière et même bien avant, il y avait eu certaines voix qui se sont levées à Kidal concernant l'introduction donc du Coran dans le système scolaire aujourd'hui. Est-ce que la laïcité peut toujours être défendue quand on sait que des élèves dans les systèmes arabes composent au même moment et au même titre que les élèves du système classique? Est-ce que les deux peuvent aller ensemble, monsieur le directeur national des concours et examens? Mohamed Maïga. Merci, monsieur Sidibé. En fait, les élèves du DF arabe ou du DF classique font exactement les mêmes matières. Ils font exactement les mêmes matières, c'est le même programme, ils composent dans les mêmes disciplines. La seule différence entre les deux systèmes, c'est que les élèves du classique composent en éducation civique et morale et les autres en éducation islamique. C'est la seule différence. Sinon, ce n'est pas le Coran qu'ils font, mais c'est l'éducation islamique. Oui, je fais la différence entre les deux. Alors, quelle est la différence alors entre ce système dont vous parlez et l'enseignement coranique? Le candidat en arabe, il va concourir en rédaction. Mais la rédaction se fait en langue arabe, alors que le candidat classique va composer en rédaction, mais en langue française. C'est le médium d'enseignement qui fait la différence. Sinon, il n'y a pas de différence. Ils composent dans les mêmes disciplines sur le même programme. Ce sont les mêmes matières qui font le même programme. Merci beaucoup, Mohamed Maïga. Je rappelle que vous êtes directeur national des examens et concours. Alors, monsieur le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Sougouna, aujourd'hui, est-ce que le Mali peut toujours se défendre de ce système laïque? Bon, le Mali peut se défendre. Vous avez entendu tout de suite le directeur du Centre national des examens et concours par rapport à l'organisation des examens. Je vais approfondir un peu ce qu'il a dit. Il a parlé des Mendersa et des écoles classiques. Mais à côté de ça, il y a les écoles coraniques. Maintenant, en ce qui concerne les Mendersa, c'est le même programme que vous avez au niveau du classique. Même programme, même matière. La seule différence, il l'a dit. Donc, ça fait des années que ce programme existe. Ce programme est en train d'être exécuté. Et les enfants qui se trouvent dans ces Mendersa-là sont en train de composer en même temps que ceux qui se trouvent dans les écoles classiques. La seule différence, c'est le médium.
Il en est de même au niveau de lycée. Il y a le bac classique, il y a le bac arabe. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, de l'autre côté, le Coran est étudié au niveau des écoles coraniques. Des écoles coraniques. Et aujourd'hui, le département du ministère de l'Éducation nationale est en train de prendre des dispositions pour prendre en charge les préoccupations qui existent au niveau des écoles coraniques, pour que ces écoles coraniques puissent rentrer dans le système éducatif. Donc là déjà, il y a des textes, des documents qui sont prêts. Donc on doit mettre en œuvre ces documents-là. Donc je pense que sur ce plan-là, il n'y a pas de polémique, quoi. En tout cas, il y a une ouverture qui est là, le programme qui est là, et vraiment c'est à la disposition de tous les citoyens du pays. Alors, est-ce que vous pensez que ces dispositions dont vous parlez rentreront en vigueur très rapidement? Mais c'est déjà en application déjà dans certaines localités. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler d'une situation qui a existé à un certain moment. À un certain moment, il faut comprendre le contexte. Il faut prendre le contexte. Je pense que les jours à venir, on va dépasser cette situation avec la signature de l'accord. Donc ça fera partie de l'oubli, quoi. Donc on va évoluer ensemble dans le temps. Il reste à appliquer donc ce qui a été dit. Oui. Alors, toujours concernant la responsabilité des uns et des autres par rapport à ces examens, vous militez pour plus de sensibilisation auprès des parents d'élèves aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'État fait assez par rapport à cette sensibilisation des parents d'élèves, Ibrahim Sidibé? Vraiment, l'État fait plus qu'assez. Et pourquoi le message ne passe pas? Ah, justement. Parce que le citoyen, la fraude s'est tellement installée dans nos sociétés que elle a tendance à entrer dans nos mœurs. Je vous disais tantôt, nous avons personnellement enseigné au deuxième cycle, nous avons surveillé le DF et dans certaines localités. Et lorsque le parent, une maman d'élève, excusez-moi, me montre, ah, voilà Sidibé, Kati Dembatigou Djigitreman ça. Alors que je suis en train de faire correctement mon travail. Et voilà ce qu'on me lance dans le dos. Traduction, vous allez à l'encontre donc Sidibé, du bien-être des familles. L'ennemi des mères de Kati, des mères d'enfants de Kati. Là, c'est grave. On se trompe de combat dans ce cas. Et d'adversaire. Moi, j'étais allé pour faire correctement ma surveillance et c'est dans l'exercice de ma fonction. On me dit de faire comme ça et je fais comme ça. Mais voilà comment je suis vu. Et d'un autre côté, je crois que le surveillant n'est pas à l'abri d'agression. Et ça, c'est en tout cas un autre aspect important parce que j'aurais pu me faire lyncher. Lorsque un surveillant fait correctement même son travail, ici, parce qu'on a tendance à croire que la fraude est même normale, et que lorsque vous vous opposez à la fraude, vous êtes vu d'une autre façon. D'accord. On dirait que vous n'êtes pas de la société. Du même monde. Voilà. D'accord. Alors, Mohamed Maïga de la direction nationale, directeur donc national des examens et concours. Aujourd'hui, après les examens, il y a les corrections. Est-ce que vous avez pris des dispositions particulières allant dans ce sens? Oui, pour les corrections, c'est toujours les propositions qui viennent des établissements. Ensuite, les directeurs d'académie choisissent les enseignants pour la correction du DF. Ils connaissent leur personnel et ils ont le loisir de choisir. Maintenant, en ce qui concerne les autres examens au niveau du secondaire, ils font des propositions de correcteurs et le choix se fait au niveau de l'inspection générale. Donc, à ce niveau, généralement, on choisit les profs qui ont tenu les classes d'examen. C'est eux qui sont chargés de corriger. Bon, au niveau de l'inspection, généralement, on demande pour les enseignants qui sont dans le privé de faire joindre à leur demande leur diplôme, parce que c'est en fonction du diplôme qu'on va les choisir et qu'ils tiennent aussi une classe d'examen. C'est à partir de là qu'on décide de le retenir comme correcteur ou non correcteur. D'accord. Nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie de cette émission. Une réaction, un avis,
Un commentaire? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Faut-il aujourd'hui envisager des réformes dans le système éducatif malien? Nous allons voir cela avec nos invités qui nous parlent aujourd'hui des examens de fin d'année. Et nous avons vu avec eux tout ce qui s'est passé donc au cours de ces examens du DF et du CAP dans le pays, notamment dans les régions du Nord. Alors, faut-il un autre moyen d'évaluation ou bien comment faut-il revoir aujourd'hui le système d'évaluation des élèves dans le pays? Mohamed Sougouna, vous êtes chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Si vous avez une réponse par rapport à cette question. Oui, j'ai une réponse. Vous avez posé tout de suite la question à M. Sidibé par rapport à la fraude. Aujourd'hui, nous sommes dans la gestion de l'école en mode décentralisé. L'école, c'est la collectivité. L'école, c'est les CGS. Parce que les CGS, c'est les organes de gestion des collectivités au niveau de l'école. Donc, si tout ce dispositif fonctionne comme il faut, on va aller vers une amélioration des apprentissages, enseignements. Parce que la collectivité qui gère l'école, le CGS, qui est là à côté des enseignants, à côté du directeur d'école pour gérer, chacun va jouer son rôle et on va minimiser les risques. Donc il y aura une meilleure fréquentation scolaire, il y aura une bonne présence des enseignants au niveau des écoles. On pourra exécuter correctement les programmes et le directeur va s'assumer comme il faut en tant que premier encadreur des enseignants et il va rendre compte de tout ce qui se passe au niveau de l'école. Donc en ce moment, il n'y aura aucun problème par rapport aux évaluations. Et regardez un peu, il a parlé de fraude. Ça fait des années qu'il y a ce mauvais comportement fait que beaucoup d'enfants ont le diplôme sans niveau. Et quand vous regardez aujourd'hui, vous passez de carré en carré, c'est des grains. C'est des grains de diplômés sans emploi. Des gens qui n'ont développé aucune compétence, qui ne peuvent pas travailler. Et c'est ce qu'on a semé pour ces jeunes gens-là. On les a trompés. Alors, quand vous parlez de manque de niveau, où est-ce que cela est plus... Qu'est-ce qu'on peut cibler comme problème, comme difficulté par rapport à ce cas de manque de niveau? Oui, difficulté, c'est-à-dire que c'est des programmes qui ne sont jamais achevés. C'est des enfants qui ne viennent même pas souvent à l'école, qui ne suivent pas correctement les cours. Et c'est les parents qui ont démissionné, des parents qui n'encadrent pas les enfants à la maison, qui ne fréquentent pas l'école pour connaître le niveau, le travail de l'enfant. On se soucie peu par rapport aux études des enfants. Donc tout ça, ça contribue au relâchement. S'il y a relâchement, ça va se sentir même au niveau de la présence des enseignants en classe. Donc tout ça, ça fera que si les programmes ne sont pas achevés, l'enfant va cumuler des lacunes d'une année à une qui ne pourra jamais être compétitif à un certain moment. Que dire des professeurs alors? C'est la même chose, c'est ce que j'ai dit. La présence, si le comité de gestion joue correctement son rôle, si la collectivité, parce qu'on est dans la gestion de l'école en mode décentralisé, donc la collectivité joue son rôle comme il faut, et l'encadrement scolaire, je parle des conseillers pédagogiques et des directeurs d'école, si chacun joue comme il faut son rôle, alors on va contrôler la présence des enseignants à l'école. Les enseignants vont bénéficier de formations continues pour dispenser un enseignement de qualité au bénéfice des citoyens maliens. Parce que l'enfant constitue l'avenir du pays. C'est eux les bâtisseurs, les futurs bâtisseurs de ce pays. Donc il ne faut pas qu'on continue vraiment à les tromper, à les massacrer pour qu'ils soient des déchets, des charges pour des parents qui ont tant
fait pour ce pays-là. Alors là, on parle des enfants, mais d'un autre côté, il y a aussi les enseignants qui grèvent également, qui sont absents par moment durant de longues périodes des classes. Aujourd'hui, est-ce que ces enseignants défendent plutôt un problème de moyens que tout autre? Monsieur Sidibé. Oui, justement, j'allais même demander la parole lorsque le chef a parlé pour réagir par rapport à cela. Vous savez, depuis un certain temps aussi, gréver est devenu aussi entré dans nos mœurs. Si ce ne sont pas les collègues qui grèvent, ce sont les élèves eux-mêmes qui grèvent. Oh, bon, quant à dire que est-ce que les enseignants aujourd'hui ne revendiquent pas plus qu'il n'en faut? Non, justement. Le maître, il faut augmenter le salaire du maître. Il faut mettre le maître se sacrifie beaucoup. C'est-à-dire que c'est à Bamako ici que vous ne constatez pas, mais lorsque vous allez dans les confins des brousses voir vos enseignants dans certaines conditions, vous-même, ils vous feront pitié. Donc, le maître. Or, mais la réussite scolaire, dans tout ça, des études récentes ont montré que la réussite scolaire, c'est à peu près 21-23%, dépend de l'enseignant. Mais il y a d'autres facteurs, les facteurs qui entourent l'école, l'environnement, les parents et tout. Des études récentes ont prouvé que nous ne sommes pas les seuls facteurs. Il y a les programmes d'enseignement, il y a tout ça là qui entre en ligne de compte. Mais le maître, nous endossons 20% de la responsabilité. Et puis, ces échecs, je reviens à votre sujet, ces échecs nombreux, ces nombreux échecs-là, vous savez, disons, ces réussites, je veux dire, des gens qui réussissent et qui, au finish, n'ont pas de boulot, ne sont pas compétitifs sur le marché du travail. Mais lorsque les parents se sont rendus compte qu'on peut aller acheter le diplôme, faire passer l'enfant sans qu'il ait étudié, l'enfant c'est passe. des mauvaises pratiques donc, qui sont à la base voilà. du donc manque nous de sommes niveau. allés comme ça, et puis depuis des décennies maintenant, et c'est ce qui est entré dans l'école, dans l'éducation. C'est ce qui ne devait pas. L'école devait être le temple sacré, où ces vols-là ne devraient pas intervenir. Mais justement, nous faisons tout. Hein. L'État fait tellement d'efforts pour empêcher ça. Le département même. Mais ouais, la bonne foi seule ne suffit pas. Ne suffit pas. Alors, Mohamed Maïga, vous êtes directeur national des examens et concours. Quand on dit aujourd'hui que le diplôme malien n'a plus de valeur, qu'est-ce que cela vous fait? Bon, en tant qu'enseignant, ce diplôme malien, s'il n'a plus de valeur, je n'ai plus de raison d'exister. Je dois changer de métier en réalité. Donc, il faut se dire que c'est vrai qu'on dit que le diplôme n'a plus de valeur, mais ce n'est pas toujours vérifié. Il y a quand même des Maliens qui ont le même diplôme et qui honorent le Mali dans tous les pays, qui nous donnent des bourses. En France, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, on a quand même les produits maliens qui sont là-bas et qui se comportent très bien et qui réussissent. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le diplôme qui est à la base en fait. C'est peut-être certains cas qui échappent au contrôle, qui arrivent à passer entre les mailles des filets, qui ne sont pas compétitifs et qui n'ont pas les compétences nécessaires. C'est eux qui causent problème. Sinon, il y a quand même partout, il y a les Maliens qui vont partout et ils arrivent à tenir dans tous les pays du monde. Et il y en a qui sont même brillants dans tous ces pays-là. Donc le problème, ce n'est pas tellement le diplôme en lui-même qu'il faut mettre à la poubelle, mais c'est peut-être une meilleure organisation de nos examens, un meilleur suivi pour empêcher des cas de fraude, pour que nos diplômes puissent être vraiment à hauteur de souhait pour tous les citoyens maliens. Alors, Mohamed Soukouna, vous êtes chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait au niveau de votre département pour redonner goût à l'étude? Bon, vous savez, déjà, ça c'est un déclic. Vous avez suivi les différentes interventions par rapport à tout ce qu'on est en train de faire pour avoir des examens propres, des examens crédibles. Ça rassure déjà. Ça met en confiance et l'élève
et les parents. Ça rassure aussi l'enseignant parce que c'est les plus méritants qui passent aux différents examens. Et ça fait la fierté de l'enseignant. Ça va lui donner l'amour de son métier-là. Voir que c'est les meilleurs élèves qui passent à ces examens. Donc, ça c'est déjà un pas. D'autres, il y a autre chose par rapport à l'amélioration de la qualité de l'enseignement-apprentissage. Il y a des dispositions qui sont prises par le département pour organiser la formation continue de tous les enseignants à tous les niveaux, pour qu'ils puissent dispenser un enseignement de qualité. L'enfant sera content quand il va voir son enseignant qui a des compétences pour lui transmettre des messages. Donc il a confiance en son maître, donc ça lui donnera envie de continuer les études, de poursuivre les études. Mais si au prime abord tu doutes des compétences de ton maître, ça te pousse au découragement. C'est pourquoi nous invitons les enseignants à se surpasser. Il y a des dispositions qui ont été mises en place par le département à travers la Direction nationale de l'enseignement normal, où, dans le cadre de la formation continue, on a demandé à toutes les écoles d'implanter les communautés d'apprentissage de maîtres. Et ça, c'est la formation au niveau de l'école. Les enseignants vont échanger entre eux vraiment pour se perfectionner. Et ça, c'est déjà un atout. Il y a l'accompagnement de tout le département. Sans compter des salles informatiques, des salles de documentation que le département est en train d'implanter au niveau des structures pour permettre non seulement aux enseignants de se perfectionner, mais aux élèves aussi d'aller vers les sites pour apprendre. Alors, est-ce que les gestions décentralisées aujourd'hui du système éducatif garantissent tout ce que vous dites? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'étais à l'intérieur, j'étais dans une académie. Je sais tout ce le département a fait pour amener les lycées de cercle, les lycées de communes, les écoles de cercle, de communes, d'arrondissement. Donc, il y a les manuels scolaires qui sont envoyés directement dans les écoles. Directement dans les écoles. Il y a des enfants qui sont formés par rapport à la réparation de ces manuels pour permettre aux enfants de les utiliser. Et il y a des salles informatiques, comme je l'ai dit, dans les régions, même dans les cercles. Donc, toutes les dispositions sont prises pour que, au niveau de la décentralisation, que ce soit une réalité au niveau de l'école. Des ressources sont transférées aux collectivités pour permettre aux collectivités de prendre en charge certaines situations au niveau de l'école, telles que les fonds ADARS. Les fonds ADARS sont mis à la disposition des collectivités pour les comités de gestion scolaire, pour pouvoir assurer le besoin minimum qui existe au niveau des écoles. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Mohamed Soukouna. Vous êtes chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Également présent dans ce studio, Ibrahim Sidibé, enseignant et ancien directeur de CAP, et Mohamed Maïga, directeur national des examens et concours. Je rappelle que le débat d'aujourd'hui portait sur les examens du DEF et du CAP qui se sont déroulés donc dans le pays. Ce sont donc les premiers examens de fin d'année. Alors, nous étions avec ces trois personnalités. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Mamadou Ouattara était à la technique. Ousmane Diadje Touré et Juliette Koulibaly ont réalisé cette émission. Peting Diara est à la régie vidéo. Nous vous disons bonsoir et à demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.